qu'il est reniflé. Un nautile, une coquille nautile, le plus primitif des céphalopodes. Vieux de 80 millions d'années. Et comme par hasard, ça veut dire 80 millions d'années, c'est l'âge de la Nouvelle-Calédonie. Et du coup, pas étonnant que ce nautile ici, il soit unique, endémique de la Nouvelle-Calédonie. Parce que probablement que quand la Nouvelle-Calédonie s'est séparée du Gondwana, elle a emporté avec elle une population de nautiles, de très jeunes nautiles finalement, qui venaient d'apparaître sur Terre. Et la Nouvelle-Calédonie s'éloignant comme ça au cœur du Pacifique, a isolé cette population de nautiles qui est devenue une espèce unique, l'espèce de Nouvelle-Calédonie. Est-ce que tu sais ce que c'est? Comment ça s'appelle? Ah, elle s'en fout. Elle a raison, elle s'en fout. Comment elle s'en fout? C'est qu'un nautile, ça obsède que moi en fait cette histoire. Évidemment, quand tu es passionné d'exploration profonde, de plongée profonde, tu ne peux pas t'empêcher de rêver d'un jour avoir les moyens techniques et l'audace d'aller plonger dans le royaume du nautile à 200-300 mètres de profondeur. Voilà. Faut rester réaliste, c'est des plongées à plus de 150 mètres en autonomie, c'est quand même des touch and go. On va quelques minutes au fond pour des heures et des heures de remontée, c'est un peu utopique. Mais ça, c'est pas très grave. Moi, je suis venu à Lifou parce que Lifou m'intrigue. Lifou, c'est une intrigue, c'est un lieu unique d'un point de vue écologique. Quand je dis écologique, je veux dire dans son fonctionnement, son origine et son avenir. Là, l'endroit même où je parle là, on est sur un ancien récif corallien. On est facilement 20 ou 30 mètres au-dessus de l'eau. Pourtant, on est sur un ancien récif corallien qui était sous l'eau. Cette île, elle est en surrection, elle est en train de se faire soulever et elle est projetée hors de l'eau. Du coup, cette île, elle a comme une seconde jeunesse. Et le récif qui borde l'île de Lifou, c'est un récif frangeant qui est tout neuf, qui n'a que quelques milliers, quelques centaines de milliers d'années. Et du coup, les pentes sont verticales tout autour. Et comme notre envie, c'était évidemment d'aller voir très profond sur un récif corallien, l'intérêt, c'est qu'ici, à quelques brasses du rivage, on a tout de suite plusieurs centaines de mètres de profondeur. Descendre dans les profondeurs, c'est remonter dans le temps. Il faut savoir que l'océan mondial, il y a 23 000 ans, était 120 mètres plus bas. Et puis, ça s'est réchauffé, tout ça a fondu, et le niveau de la mer, évidemment, est remonté progressivement. Il n'est pas monté de manière linéaire, il est monté, il s'est arrêté à certains paliers pendant 1000 ans, puis il est monté de manière très rapide. Et finalement, il n'y a qu'à peu près 7000 ans qui s'est stabilisé au niveau actuel. Et c'est pour ça que lorsque l'on plonge, ici, et dans presque toutes les régions du monde, à 20 mètres de profondeur, il y a régulièrement une marque très nette, des grottes, qui correspond en fait à un littoral qui pendant 1000 ans a été attaqué par la mer au même endroit. Et ce qui finalement est très passionnant, c'est que quand on plonge à moins 120 mètres, on ne plonge pas seulement à moins 120 mètres, on plonge il y a 23 000 ans en arrière.
On est censé aller chercher des nautiles au fin fond de la jungle. Allez savoir, allez comprendre. Voilà. Là on voit bien qu'on est dans l'ancien récif là par contre. Il n'y a pas de souci, on ne peut pas se tromper. Ah ouais là ça devient un peu... Attention aux chevilles là. C'est quand même étonnant de se dire que là on est en train de marcher sur l'ancien récif ou l'ancien lagon de l'île. Il y a quelques millions d'années ça c'était sous l'eau. On marche sur du corail mort. J'avais pas encore fait ça, de l'escalade avec le recycleur. En même temps, une jambe cassée en accident de plongée, c'est rare, hein? C'est original. Ce qui me fascine, c'est de me dire qu'il y a à peine plus de 10 000 ans, cette grotte n'était pas noyée. À la limite, on l'aurait explorée avec des chaussures de marche et pas avec nos palmes aux pieds. D'ailleurs, la preuve que cette grotte a bien été à l'air libre, c'est la présence des stalactites et des stalagmites. Parce que ces formations calcaires ne peuvent se former que à l'air libre. Et quand on voit tous ces milliers de stalactites et de stalagmites qui sont là, toutes ces formations calcaires diverses et variées, des cathédrales, c'est la preuve aussi que cette grotte, non seulement bien sûr a été à l'air libre, mais elle y est restée pendant au moins 100 000 ans. Mais pour moi, le plus fascinant, le plus troublant dans la grotte de Lifou, c'est cette sensation inédite de se déplacer entre deux couches d'eau différentes. On a au-dessus une couche d'eau douce qui vient du ruissellement, c'est l'eau de pluie hein, finalement. Et en dessous, une eau un petit peu plus trouble, une eau beaucoup plus dense, c'est l'eau de mer. Et on se déplace entre les deux, un peu comme si on était dans un avion au-dessus des nuages. Et ça, c'est vraiment troublant. Et puis c'est bien la preuve que la grotte communique avec l'océan. Cette eau de mer, il faut bien qu'elle arrive de quelque part. Alors on s'est tous posé la question, s'agit-il d'une simple infiltration d'eau de mer par porosité du calcaire? Ou alors le rêve, quoi, y a-t-il vraiment un boyau de la grotte qui rejoint l'océan? Et ça nous a vraiment donné envie de pousser plus loin l'exploration. Et cette envie, elle a été d'autant plus motivée lorsqu'on a découvert des coquilles de nautiles. Parce que qu'est-ce que ça veut dire de trouver ces coquilles de nautiles au fond de la grotte? Ça veut dire qu'il y a un lien réel avec l'océan. Alors après, la question se pose, hein, est-ce que ce boyau qui communique avec l'océan est du diamètre de la coquille d'un nautile? Ou est-il suffisamment large pour qu'un plongeur puisse rejoindre l'océan? Voilà. Alors la question, elle reste sans réponse parce qu'on n'a pas osé pousser plus loin l'exploration. Voilà, on était là pour faire de la plongée profonde, pas pour faire de la plongée souterraine, et c'est des règles et du matériel différent.
sais bien comment il s'appelle. Il avait fait le stage Trinix. Allez, le jeté de recycleur. C'est quoi attrape-le? Eh ben, monte-le. Plonger de nuit, au-delà du plaisir, c'est utile. C'est utile parce que moi, ça me permet de régler mes lumières. Finalement, en plongeant de nuit à faible profondeur, ça recrée un petit peu les conditions de lumière qu'on aura à 150 mètres. Donc moi, ça me permet d'avoir un peu plus de temps devant moi pour faire mes réglages. Voilà. Et puis après, il y a un vrai intérêt naturaliste à plonger de nuit. C'est tout simplement qu'il y a beaucoup d'animaux qui, le jour, vivent à grande profondeur et la nuit remontent très près de la surface. Parmi toutes ces créatures susceptibles de remonter près de la surface la nuit, le champion du monde, c'est le nautile. Et voilà, durant cette plongée test, cette première plongée, on l'a croisé. Malheureusement, c'était une plongée test, on n'avait pas pris notre équipement, nos mélanges à base d'hélium. Et du coup, on n'a pas pu le suivre vers les abysses où il est très vite parti se réfugier, fuyant nos éclairages. Donc voilà, on l'a laissé disparaître, un peu à regret. Bon, c'est un bon début, on aura quand même pu croiser son regard. Et maintenant, la vieille école. La photo argentique avec du film, du vrai. De la chimie, de l'alchimie presque on peut dire. Mais bien sûr maintenant il y a le numérique quoi. Une petite carte mémoire, 400 photos, la possibilité de vérifier tout de suite. Bon, je dois avouer que de plus en plus c'est le numérique qui l'emporte quand même. Après tout on est dans une quête naturaliste, une chasse aux animaux rares et c'est l'outil le plus efficace aujourd'hui. C'est pas la destination qui est le plus important parce qu'effectivement à 150 mètres on va rester quoi? 1, 2, 3 minutes, guère plus. T'as regardé Eric 5 minutes ce que ça faisait à 150? Je préférais qu'on parte sur une base courte au fond, départ du fond 10 minutes, ce qui nous donne 134 de temps total. Et comme on va traîner dans la zone des 100 à 70, on va faire une plongée entre 3h et 3h30, j'imagine. Facile. Pas plus que ça. À mon avis il est très optimiste. À mon avis on n'est pas sorti de l'eau à 25 heures de plongée. Non, effectivement, de toute façon, pour être sérieux, je pense que... Enfin, pour être sérieux, parce que ça se discute, mais...
Non, pour être sérieux, effectivement, le truc c'est pas de se dire bon 15 minutes au fond ou quoi. On arrive à 150 mètres, il n'y a pas grand chose ou il n'y a rien. On remonte à 145, 145 il n'y a rien, 140 et ainsi de suite. Si on tombe sur un sujet à 150, peut-être qu'effectivement on va passer les 10 minutes au fond et puis après c'est une remontée un peu plus sans arrêt, quoi. Aujourd'hui on peut plonger à plus de 100 mètres avec une vraie autonomie en étant lucide. Il n'y a plus l'ivresse des profondeurs parce qu'on respire de l'hélium et que ça nous rend les idées claires. Les choses qu'on a vues on peut les raconter précisément. Ce scaphandre il ne fait pas de bulles, ça veut dire que le gaz que j'expire ne part pas sous forme de bulles rejoindre la surface et l'atmosphère. Le gaz expiré, il repart à l'intérieur de mon scaphandre. Et là, il est nettoyé, analysé, et en fonction de ce qu'il reste d'oxygène, va en rajouter ou dire qu'il n'y en a pas besoin de plus. Voilà. Donc il y a en temps réel, à chaque expiration, une analyse de ce que l'on respire et un réajustement du mélange que l'on respire. Donc bien sûr, on fait quand même des plongées très longues, on se retrouve à faire 5, 6, 7 heures de palier de décompression. Mais si on respirait de l'air, si on respirait un mélange qui n'était pas optimisé, c'est peut-être 24 heures, 48 heures, 3 jours de palier qu'il nous faudrait faire. Alors, les chaussettes, c'est pas parce qu'on a froid aux pieds, c'est parce qu'au bout de 6 heures ou 7 heures, on a des ampoules aux pieds à force de palmier, comme un randonneur en fait. Donc, petites chaussettes. Non, c'est rien. Tout ce qu'on emporte sur nous, c'est uniquement par sécurité. C'est des trucs qu'on n'utilise pas, qu'on utiliserait au cas où. Jusqu'à présent, on s'en est jamais servi. Il faut que ça dure. Il faut que ça dure, ouais. En même temps, c'est aussi ce qui nous met en danger, c'est qu'on en a tellement sur le dos que faut trouver le juste milieu entre trop de sécurité et pas du tout de sécurité. Parce que trop de sécurité, ce n'est plus de la sécurité. Après, c'est compliqué. On va aller voir les poissons, c'est plus important. Concrètement, une plongée, ça commence par bien 5-10 minutes rien qu'à s'équiper. Et puis, il y a le moment où on met le masque. Le simple fait de réduire son champ de vision quand on met le masque, ça y est. On est déjà presque, la plongée vient de commencer déjà. On bascule, on est à la surface de l'eau, vérifier un peu son équilibre. On purge le gilet qui nous maintenait en surface et on commence à couler. Et là, en fonction de l'aptitude de chacun et des oreilles de chacun, on essaie de descendre le plus vite possible. Un, pour le plaisir, parce qu'il n'y a rien de plus grisant qu'une descente rapide, je trouve. Mais aussi pour des raisons vraiment plus pragmatiques, c'est que plus vite on sera en bas, plus longtemps on pourra profiter des quelques minutes que l'on va passer à la profondeur maximum, qui va être peut-être 150, peut-être 200 mètres. Voilà. Il faut que la descente soit rapide. Et ensuite, il faut reconnaître que concrètement, ces plongées à grande profondeur ne sont jamais que de longues remontées. Donc, c'est essentiel de trouver des sites naturels qui correspondent à ce profil de plongée obligé par la physiologie. Et c'est pour ça qu'un récif corallien comme Alifou s'y prête bien. C'est un mur vertical, plus ou moins. En tout cas, c'est très pentu. Et finalement, cette longue remontée n'est pas qu'une remontée, bien sûr. C'est une longue observation. 6 heures de remontée, 6 heures de palier de décompression, mais 6 heures d'observation. Puis il y a eu la rencontre avec le Nautile. On ne va pas se faire d'illusions, on n'a que de belles surprises en général et
C'est un rêve le nautile, hein, capable de faire des plongées à plusieurs centaines de mètres de profondeur tous les jours et remonter sans avoir de palier de décompression à faire. C'est un rêve de plongeur, donc le croiser, il y a quelque chose de respectueux, quoi. On voudrait pouvoir faire ce qu'il fait. Puis il y a eu aussi des découvertes vraiment inattendues. C'est vraiment un grand souvenir quand on est tombé sur cet alcyonnaire géant de plus de 2 mètres de haut en forme de palmier. C'est magique, hein. Je ne suis pas sûr qu'il existe beaucoup d'images de ce type d'organisme. Puis la vraie découverte naturaliste, en fait la redécouverte, c'est celle d'une étoile de mer, observée une seule fois dans les années 80 par Pierre Laboutte, et que nous avons revue à 95 mètres, j'ai pu en faire quelques photos. Et ça, c'est un vrai rêve de naturaliste que de temps en temps, une fois dans sa vie au moins, tomber sur un animal qui n'a toujours pas de nom scientifique. Partout où l'on ira, on fera des découvertes. Partout où on mettra un peu de cœur à l'ouvrage, on trouvera de nouveaux animaux. Et ça, je crois que c'est un argument de poids quant à la cause de la défense de l'environnement. On n'a pas le droit de mettre en danger des choses dont on ignore jusqu'à l'existence, quoi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On est en train de détruire une biodiversité que l'on n'a même pas encore décrite. Ça veut dire que les espèces disparaissent avant même qu'on les ait décrites. Rien n'est là par hasard, tout est lié, chaque espèce est liée les unes les autres, c'est ça l'écologie. L'écologie, c'est de comprendre que les liens qui unissent les êtres vivants sont peut-être plus essentiels que les êtres vivants eux-mêmes. On ne peut pas se priver de ça parce que, au-delà du droit même du vivant à vivre, c'est la mise en danger de notre propre espèce. On se surprend à redécouvrir les choses aussi. Parce que, mine de rien, une plongée standard, ça dure 40 minutes. Et que nous, nos paliers de décompression nous obligent à y rester 3, 4, 5 heures. Et du coup, on redécouvre aussi les petits fonds. Là où la diversité est la plus grande, c'est dans les 20 premiers mètres. Et on a cette obligation, à cause de nos paliers de décompression, finalement de réouvrir les yeux, de réapprendre à regarder ce récif que l'on croit connaître. Et moi, je prends un plaisir tout particulier à observer ce qu'on appelle la vie cryptique. C'est-à-dire toute cette faune, petits poissons, petits crustacés, qui vivent au plus profond du corail. Il y a de la vie à 3 mètres à l'intérieur du corail. Parce que c'est un entrelac de branches, de cavités, c'est un véritable gruyère. Et il y a des animaux qui ne sortent jamais de cet entrelac, de jour comme de nuit d'ailleurs. Et donc il faut rester patient pour observer le crabe trapèze, le crabe du Pocillopora, le poisson velours, un des plus beaux poissons qui soit, qui a le corps recouvert non pas d'écailles, mais d'une espèce de duvet. Alors évidemment, c'est pas, on n'a pas découvert le nautile, on n'a pas découvert véritablement de nouvelles espèces, d'autant qu'on ne les a pas échantillonnées. Mais c'est pas grave, moi je pense que un être vivant existe une fois qu'on l'a montré. Voilà. Et à la limite, c'est cet alcyonnaire ou cette étoile de mer, peut-être qu'elle existera plus aujourd'hui pour les gens qui verront ces images que certaines espèces qui ont été bien échantillonnées, bien décrites, mais qui sont au fond d'un musée et malheureusement coupées du grand public. C'est en cela que je pense que faire des images du monde vivant, c'est une obligation. Après tout, quelque part, c'est déjà un énorme cadeau que d'avoir pu voir ces quelques espèces que, a priori, peu de gens ont eu la chance de voir avant nous.
Voilà. Et si en plus on peut le faire partager à d'autres, on a presque bonne conscience d'avoir pris tout ce plaisir. Alors là, c'est tout gagné.